Chers amis, bonjour. Dans cette nouvelle uchronie, nous allons aujourd'hui poser la question de que ferait un roi par rapport aux colonies, ou par rapport au colonialisme, ou par rapport aux anciennes colonies. Le principe de cette uchronie, c'est de mieux cerner les principes royalistes, légitimistes, mieux cerner ce qu'on pourrait faire un roi dans le cadre d'une restauration, à travers une question, j'allais dire, de science-fiction qui n'existe pas aujourd'hui, mais dont la réflexion sur ces questions-là permettent de mieux cerner qu'est-ce que serait en pratique une restauration et un roi. Évidemment, ce que je dis n'engage que moi, on ne peut pas refaire l'histoire, etc. C'est simplement des réflexions pour essayer de mieux cerner certains principes. Donc aujourd'hui, c'est que ferait un roi pour les colonies, ou pour le colonialisme. Alors, la question est un peu compliquée, et évidemment. Je vais essayer de la séparer en trois sous-uchronies, disons, trois sous-questions chronologiquement, ou voire quatre. C'est-à-dire, qu'aurait fait un roi, enfin, qu'a fait, en fait, qu'ont fait les rois avant la Révolution pour nos territoires d'outre-mer, qui sont, vous le remarquerez d'ailleurs, encore français, bizarrement. La deuxième question, c'est qu'aurait fait un roi dans ce qu'il a commencé au XIXe siècle, après la première restauration, par exemple en Algérie. La troisième question, c'est s'il y avait une restauration en 1870, comme c'était probable, et ce qui a failli se passer, qu'est-ce qui se serait passé par rapport au grand mouvement de colonisation qu'il y a eu justement après et pendant la Troisième République. Et enfin, dernière question, s'il y avait eu une restauration, disons après-guerre par exemple, qu'aurait fait un roi face à tous les problèmes de colonisation. Donc, je vais vous présenter la chose en se posant la question, parce que le temps passe et le problème des colonies a changé en fonction des temps. Donc, vous posez la question s'il y avait eu une restauration à plusieurs moments, donc qu'aurait fait le roi dans ces situations différentes, à des différents stades de colonisation. Donc, comment ça se passait sous l'Ancien Régime? Qu'est-ce qui se serait pu se passer en Algérie après 1830 s'il n'y avait pas eu la révolution de juillet? Qu'aurait fait un roi avant même que le phénomène de la colonisation se généralise à la fin du XIXe siècle pendant la Troisième République? Si ça n'avait pas été une Troisième République, ça avait été une restauration. Qu'aurait fait un roi face à ce mouvement-là? Et enfin, dernière question, s'il y avait une restauration tardive après beaucoup de révolutions au moment donc du début des prémices de la décolonisation, qu'aurait fait un roi encore? Et question subsidiaire, ou disons conclusion, c'est si aujourd'hui il y avait une restauration, que ferait un roi par rapport à nos anciennes colonies? Alors on va essayer d'être organisé. Premièrement, et je vais passer très rapidement sur ça, il n'y avait pas vraiment de colonies avant, sous l'Ancien Régime. L'Ancien Régime ne faisait pas de différence entre, j'allais dire, la Guadeloupe, la Martinique et les territoires qui étaient en France. Alors c'est un peu plus compliqué que ça en réalité, mais d'un point de vue philosophique et politique, on ne faisait pas de différence à proprement parler. C'est-à-dire que tant quand il y avait un droit de conquête, donc quand on conquérait quelque part, ben, le roi devenait roi, et à ce moment-là, ben, les gens qui étaient là-bas devenaient ses sujets, et comme n'importe quel autre sujet ailleurs, le roi a une responsabilité envers ses sujets, de les amener au ciel, de leur assurer une vie vertueuse, donc de leur assurer aussi tous les éléments matériels qu'il faut pour ça. Hein, parce qu'on se souvient, le roi très chrétien, son objectif dans un pays ordonné, euh, au bien commun, qui est lui-même ordonné au salut des âmes, et tout cela va entraîner toute la politique. Et évidemment, ce salut des âmes nécessite une vie vertueuse, donc une bonne vie politique, avec justice et charité, mais justice, qui nécessite elle-même une assise matérielle nécessaire, donc qui nécessite une économie, mais avec subsidiarité, avec des gens qui sont indépendants, qui sont vraiment sujets libres et qui ne sont pas des esclaves du capitalisme, des esclaves d'idéologie, etc. Donc avant la Révolution, finalement, il n'y avait pas de différence entre colonies et pas colonies. C'est-à-dire qu'il y avait des sujets ou des régnicoles ou des gens qui n'étaient pas dans le royaume. Régnicole, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est quelqu'un sur lequel régnait le roi, mais qui n'était pas forcément un sujet. Donc par exemple,
Sous l'Ancien Régime, les Juifs étaient rénicoles. Ils n'avaient pas les droits politiques des sujets, parce qu'ils étaient juifs. Et pour être pleinement sujet, il fallait être catholique. Les esclaves dans les colonies, enfin dans les colonies, dans les îles par exemple, qui étaient là, étaient rénicoles jusqu'à qu'ils soient affranchis. Donc, parce qu'ils n'avaient pas tous les droits politiques des autres. Et après, on peut en penser ce qu'on veut, évidemment, mais ce qu'il faut savoir sur ces questions-là, c'est que le roi a fait beaucoup de bien, dans tous les cas. Parce que le roi était là pour s'occuper de tous ces rénicoles. Et dans les situations qui se présentaient. Donc quand en fait les rois de France ont commencé à arriver dans les îles, il y avait déjà en fait des esclaves qui étaient importés par des commerçants. Et donc il fallait bien faire quelque chose. Voilà. Donc on les a aidés, on les a protégés contre leurs propriétaires, en donnant des obligations aux propriétaires, en permettant aux esclaves de faire aussi enfin, de protéger les familles, qu'elles ne soient pas séparées, et surtout de les évangéliser, de les éduquer, de leur garantir les vacances, j'allais dire, enfin, les dimanches, etc., et toutes les fêtes, etc., etc., etc. Évidemment, on n'était pas au XXIe siècle, hein, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'avion, donc il faut aussi imaginer que tout ce qui était enfin, le pouvoir réel du roi dans ces contrées lointaines était malheureusement bien plus faible que ce qui n'aurait pu être aujourd'hui, et donc parfois son action était limitée. Et donc sur place, avec des déficits de clercs, etc., il pouvait avoir évidemment des abus, mais qui étaient contre la volonté du roi. C'est ça qu'il faut retenir. Euh, mais au-delà de ça, donc il n'y avait pas de différence foncière. Les colonies n'existaient pas, le principe de colonie n'existait pas. Et si vous voulez, s'il n'y avait pas eu de révolution, par exemple, on pourrait très bien penser qu'un certain nombre de provinces allemandes de l'Est, rhénanes, qui parlaient français dans toutes les élites, auraient pu peut-être devenir, enfin, rentrer dans le royaume de France, sans que cela, puisqu'on n'est pas dans un monde jacobin, le roi de France a le devoir de protéger les coutumes, de protéger les particularités, de protéger les cultures de ces peuples, comme on disait dans l'ancienne France. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient devenir sujet du roi de France aussi, parce que c'était la garantie d'être respecté, d'être protégé dans, dans ses particularités, dans ses coutumes propres, etc. La seule chose, c'est qu'évidemment, il ne fallait pas que rien ne justifie le vice et le péché. Mais en fait, les cultures, normalement, ne vont pas là-dedans. Donc c'est hors ça, hein, les langues, tout ça, c'est complètement neutre, tout ça. Donc devenir sujet du roi de France était souvent une occasion, on payait moins d'impôts parce qu'il y avait la concurrence avec les autres royaumes, et de être sûr que ses institutions propres, ses coutumes propres, sa langue propre, etc., allaient être protégées. Donc il y a beaucoup de gens qui voulaient devenir sujet français finalement. Et la France s'est constituée comme ça d'une certaine façon. Le domaine royal s'étendant et la reconstitution de l'ancien royaume franc autour de Clovis, que Clovis a fondé, ça s'est fait de façon très positive pendant l'Ancien Régime. C'est que ça se soit par mariage, par accord, etc. Ça s'est fait de façon très naturelle. Les gens se réintégrés très facilement au Royaume de France. Parce qu'il apportait la justice, parce qu'il apportait l'ordre, et parce qu'il n'était pas embêtant. En même temps, il laissait faire avec la subsidiarité, etc. Tout ça finit avec la Révolution. La Révolution, c'est finalement le premier pouvoir colonial et colonialiste, en France même d'abord. Le pouvoir jacobin, le pouvoir de la terreur, le gouvernement républicain colonise la France. Colonise la France contre toutes ces traditions, contre toutes ces traditions politiques. Et en fait, après, le colonialisme ou l'impérialisme tel qu'on l'entend, tel qu'on nous l'apprend, etc., sera simplement cette politique qui a été d'abord appliquée par le gouvernement républicain en France même, au reste de la planète. C'est-à-dire, comme avant, le roi ne faisait jamais de colonialisme nulle part parce qu'il considérait partout dans son royaume les gens comme son sujet, même quand c'était des contrées très lointaines. Et ce qui le montre indirectement, c'est que ces territoires français de l'Ancien Régime sont encore français aujourd'hui. Ils n'ont jamais voulu être décolonisés parce qu'ils ont été vraiment bien intégrés.
depuis longtemps, certes, mais pas que. C'est parce qu'il n'y avait pas la même philosophie dans la façon de faire. On n'essayait pas d'imposer de l'extérieur ses propres choses. On respectait la réalité locale. Alors après, les réalités locales pouvaient être très différentes. Par exemple, les Caraïbes, c'est une réalité très 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 spécifique. On va pas c'est compliqué. Enfin, c'est très spécifique et qui est très différente d'autres endroits. Bon, voilà. Mais en tout cas, c'était ça. Alors qu'après la Révolution, ça change, on change. Et donc ça va nous amener à 1830, et puis je vais passer rapidement à post-1870. Qu'aurait fait un roi dans ces deux cas-là? Ben, un roi en 1830, il aurait fini ce qu'il a commencé, c'est-à-dire que s'il était allé en Algérie, c'était pour mettre fin au barbaresque, et certainement que la conquête serait devenue nécessaire, donc ça aurait au début continué de la même façon, mais la grande différence, c'est que quand Abdelkader aurait perdu, enfin a perdu, et que tous ces officiers, tous ces chefs, tous ces caïds ont proposé de prendre la religion du vainqueur dans la France qui était révolutionnaire, qui était plus légitime et royale. On leur a dit non, non, surtout restez musulmans. Bah, un roi de France aurait fait l'inverse, enfin aurait fait ce qu'aurait fait n'importe quel roi de France auparavant. Euh, les combattants, Abdelkader, etc., ont perdu dignement, reconnaissent leur défaite après s'être battus vaillamment, comme des bons chevaliers qui ont de l'honneur. Et selon leurs coutumes, ils prennent la religion des vainqueurs. Le roi dit, mais bien sûr, on vous ouvre les bras, et ils seraient devenus de très bons catholiques. L'Algérie aurait été christianisée dès le départ, profondément, et ça serait d'ailleurs un retour à ce qu'était la région avant la conquête arabe, parce qu'il ne faut pas oublier quand même entre les Kabyles et les Berbères que c'est un peuple envahi quand même par les Arabes et qui était aussi chrétien que nous au départ. Hein. Ça aurait été aussi pour eux un retour à leur source. Et puis surtout, voilà, il y aurait eu une vraie communauté de foi dans une fidélité au roi. Et on ne peut pas refaire évidemment l'histoire, c'est pour ça que c'est une uchronie, mais en imaginant que le roi de France aurait fait ce qu'il aurait fait partout, enfin ce qu'il a fait partout dans l'histoire, donc c'est-à-dire de s'occuper de ces sujets pour qu'ils puissent aller au ciel, donc en protégeant l'Église et en encourageant l'évangélisation, et bien l'Algérie serait devenue très chrétienne, comme le reste du royaume, avec une particularité très différente. Hein. Bon, certains n'ont pas arrêté de manger du couscous, et c'est très bien comme ça. Je ne résume pas couscous, évidemment, la culture maghrébine, mais peu importe. Mais vous voyez ce que je veux dire. On n'aurait pas fait disparaître les langues, on n'aurait pas imposé le français, on n'aurait pas imposé des noms absurdes, patronymiques, on n'aurait pas nié toutes les coutumes locales, par exemple de gestion de la terre, etc. Ça serait fait comme ça serait fait sous l'Ancien Régime. Euh, on encourage la christianisation. Cette unité de la foi et cette fidélité au roi fait qu'il y a des bases saines pour vivre ensemble. Ça n'empêche pas, parce qu'il y avait beaucoup de place en Algérie, c'est vrai, ça n'empêche pas des gens de venir cultiver, d'avoir des terres, etc. Hein, parce que c'était pas très habité non plus, donc il y avait de la place quand même pour du monde à l'époque, etc., etc. Donc clairement, là, une restauration, par exemple, en 1800, enfin, je veux dire, oui, la restauration si la révolution de juillet n'avait pas eu lieu, clairement, l'Algérie aurait eu une christianisation très longue. Et quand on serait arrivé en 1950 ou 60, on ne peut pas refaire l'histoire, voilà, mais que la chrétienté serait bien plus vive, bien plus ancrée, et surtout ancrée dans la population autochtone, puisque on a raté cette occasion historique où les chefs locaux des clans les plus puissants et s'était proposé à se convertir, ce qui aurait entraîné une conversion massive de beaucoup de clans de là-bas et qui aurait créé donc une situation complètement différente, hein, et tout à fait beaucoup moins artificielle. Il n'y aurait pas eu toutes ces histoires que la Troisième République a fait en Algérie, mais faisait en France avant, hein, c'est-à-dire imposer le français, imposer une administration débile, supprimer les coutumes, toutes les coutumes locales, surtout quand ça ne se justifiait pas, spolier donc des gens par là. Parfois, c'était d'ailleurs pas forcément volontaire, mais c'était cette volonté, vous voyez, jacobine de tout appliquer, donc on détruit tout au bulldozer. Donc tout ça, ça a créé plein de ressentiments en interdisant l'évangélisation pratiquement en pratique en Algérie, ce qui empêchait les populations de vraiment
être unis. Ils étaient ni unis par la foi et ni unis par la fidélité à un roi incarné. Donc c'est pas étonnant que ça soit fini très mal à la fin. J'insiste beaucoup sur Algérie parce que je connais bien ce sujet-là de façon personnelle aussi, et que ça a quand même des conséquences très importantes sur nos problèmes contemporains. Je saute troisième sous-question qu'aurait fait un roi de France par rapport à cette nouvelle colonisation qui est arrivée dans la fin du 19e siècle, hein, vous savez, avec la conférence de Berlin en 1882, etc. Disons qu'il y a une restauration en 1870, qu'est-ce qu'aurait fait? Eh bien, vous savez pas, mais enfin, les royalistes à l'époque, quand c'était, là je reviens dans la réalité, quand c'était sous la Troisième République, étaient contre les politiques de colonisation. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Pourquoi on se prend pour des dieux pour conquérir toute la planète et puis on a suffi de problèmes à la maison? Qu'aurait fait un roi? Ben, un roi aurait fait toujours ce qu'il aurait fait. Donc il aurait été certainement obligé de prendre en compte les pressions des autres puissances, mais il serait sorti de cette idée de puissance pour la puissance. Son objectif, toujours le même, aurait été d'être le tenant de Dieu sur terre, donc d'aider l'Église et de protéger les peuples qui lui sont confiés. Et donc il aurait commencé déjà par prendre soin de ces peuples qui sont en France et des endroits où la France était déjà. Et puis ensuite, et certainement qu'en Afrique noire, tout ça, en fait, il y avait une très grande demande finalement, parce qu'il y avait plein, vous savez, plein de clans qui se battaient les uns les autres, certains qui mettaient en esclavage d'autres, etc. Et clairement, derrière, disons que l'Angleterre ou l'Allemagne n'auraient pas changé, euh, si la question c'était de laisser ces populations sous la férule anglaise, anglicane, protestante, certainement que le roi de France serait quand même allé pour protéger ces populations contre ces hérésies qui sont encore plus dangereuses que les religions païennes fausses locales. Donc certainement que le roi de France serait quand même allé forcé par la chose internationale, mais clairement dans une philosophie complètement différente. On n'aurait pas du tout fait ces choses jacobines où on a créé des pays complètement artificiels en bloc, où on a mis des populations qui ne pouvaient pas se voir ensemble, où on avait une sorte de cécité sur les ethnies. Non, comme je disais avant, le roi aurait fait ce qu'il a toujours fait, donc c'est-à-dire prendre en compte les particularités de chaque peuple, et Dieu sait si en Afrique il y en a beaucoup des peuples. C'est parce que, hein, attention, c'est pas la couleur du peau qui fait le peuple. Hein. N'importe quel africaniste sait très bien le nombre de peuples différents qui se trouvent en Afrique. Et bien, le roi de France aurait pris chaque peuple, aurait aidé à leur évangélisation, et vu comment l'évangélisation a fonctionné malgré la Troisième République, on peut vraiment imaginer qu'avec une restauration et un roi qui soutient positivement tous les bons efforts d'évangélisation, qui envoie des très bons administrateurs qui ont cette philosophie royale, hein, donc de protéger la justice, de ne pas imposer de façon jacobine les choses, mais de prendre en compte la réalité locale, de faire un peu ce qu'a fait Lyoté au Maroc en protégeant les structures politiques locales et juste en aidant à les améliorer pour sortir des choses qui étaient absurdes, je sais pas, l'esclavage, j'imagine que les superstations maraboutiques où on pouvait faire il y avait certainement des choses comme ça. L'évangélisation a arrangé ça, et avec le soutien du pouvoir royal, là, ça aurait été quelque chose de phénoménal. Toutes ces populations se seraient évangélisées. euh, vu en réalité comment il y en a beaucoup qui sont devenus très chrétiens malgré la Troisième République, aujourd'hui l'Afrique serait avec un roi de France qui aurait réuni une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest dans une façon traditionnelle. On peut se dire qu'aujourd'hui l'Afrique serait le moteur du monde peut-être. Hein. C'est pas exagéré forcément de dire ça, hein, puisque on aurait eu à la fois une évangélisation très forte, à la fois un développement politique certain et de façon non artificielle et non forcée, en protégeant les différentes cultures locales, et en considérant chacun comme ses sujets, pas comme faisait la Troisième République où les trois quarts des gens c'était des citoyens de troisième zone, de quatrième zone, de cinquième zone, ou pas du tout d'ailleurs, et qui étaient en contradiction toujours avec ce côté très méprisant de nous on c'est la civilisation, vous êtes pourris. Non, le roi très chrétien sait que la seule chose
qui fait qu'il y a des choses qui marchent mieux, c'est parce que la France est un vieux pays chrétien. Ils sont pécheurs comme les autres, on ne vient pas montrer tout ce qu'on veut. Oups, pardonnez-moi. Hop. Mais voilà, de respecter les pays, il n'y aurait pas eu ces choses, on n'aurait pas supprimé, on n'aurait pas essayé de supprimer toutes les langues, de mettre ces choses administratives, de créer ces pays en bloc, ça c'est clair. Ouais, et avant-dernière petite uchronie, c'est qu'est-ce qu'aurait fait un roi par rapport si la Restauration s'était passée après la Seconde Guerre mondiale dans une situation qui était quand même très compliquée, où donc les colonisations ne se seraient pas faites dans un esprit chrétien, ou donc dans une situation où il y a beaucoup de ressentiments, où il y a des pressions énormes entre les communistes et les Américains pour détruire les empires coloniaux, etc. etc., etc. Qu'aurait fait un roi là-dedans? Bah, on repense forcément au problème de l'Algérie française, aux autres. Le, le roi aurait fait le contraire de ce qu'a fait la République. La République, et puis De Gaulle après, qui est encore la République, hein, a fait tout pour lâcher de façon absolument affreuse les colonies, et au détriment des habitants de ces colonies. Hein. Les Harkis, les Vietnamiens laissés à la férule des Viet Minh, des terroristes, quoi. Pareil pour les Harkis et au FLN, puis on a vu ce que ça donnait après sur place. Et partout ailleurs où on lâche plus ou moins. En gros, à travers la République, tout s'est fait contre la République quand ça fonctionnait bien. C'est juste parce qu'il y a eu un administrateur là qui a fait autre chose, parce qu'il y avait une tradition différente. Par exemple, au Maroc, Lyoté, qui était légitimiste, a fait un protectorat, etc. Donc c'était différent. La République, avec tout le mal qu'elle voulait faire, elle n'a pas réussi à le faire partout. C'est pour ça qu'il y a des endroits qui ont plutôt bien fonctionné. Et parce que la République, derrière la République, il y avait... sous la République, il y avait des Français, il y avait des missionnaires qui faisaient du bon boulot contre finalement la République ou malgré elle. Et les choses qui ont fonctionné dans la colonisation, c'est grâce au fond chrétien de la France, malgré la République. Et bien, si on avait eu un roi à une restauration à ce moment-là, bon, déjà, on aurait pu remettre en place un bon esprit. Et puis derrière, le roi, qui a une vraie volonté politique, aurait pu résister beaucoup plus aux pressions internationales américaines et russes, sachant qu'à l'époque, l'armée française était vraiment puissante, et aurait transformé des victoires sur le terrain, militaire, je veux dire, en victoires politiques. Alors que ça soit pour le Vietnam, ou que ça soit pour l'Indochine, ou que ça soit pour l'Algérie, la République systématiquement transforme des victoires militaires, ou en tout cas des non-défaites militaires, en défaites complètes politiques, qui même avec une défaite militaire aurait été inimaginable dans un contexte royal. Où on lâche tout, où on abandonne les gens, où on déporte les gens, où on laisse les gens aux terroristes du coin. Enfin, c'est absolument affolant. Donc, en tout cas, certainement, ce qui serait passé au moment de la décolonisation, c'est que la décolonisation ne se serait certainement pas passée comme ça, que la plupart des endroits auraient pas été... En fait, ça aurait été le royaume français, donc naturellement, on serait passé de la colonie républicaine, l'empire républicain, au royaume de France. Et là, on a pu obséder par faire la même chose que à Paris, partout dans l'Empire. Donc il n'y aurait eu aucun souci de créer des protectorats, de créer des autonomies fortes pour ceux qui voulaient, ou ceux qui en avaient nécessité. Dans la justice avec les différentes populations, alors chaque endroit aurait été certainement différent. Enfin, en tout cas, on aurait pu avoir une vision non pas uniforme, ah, c'est tout décolonisé, ou c'est l'Empire jacobin. Non, non, c'est chaque endroit, et on fait ce que la justice et la charité exigent pour les populations et et en vue de la responsabilité du roi. Le roi est responsable, il n'a pas le droit de jeter. Le roi serait revenu en 1940 ou 1950 ou 1955, malgré tous les dégâts qu'a fait la République, ces colonies qui étaient là, et le roi qui serait revenu sur le trône aurait la responsabilité de ces peuples aussi. Donc ils n'auraient pas jeté comme des vieilles serpillères en disant ben, on s'en fiche de vous, hein, on vous a conquéri il y a un siècle, bon ben, maintenant c'est fini, on part et vous débrouillez.
Non, c'est complètement... c'est honteux, c'est contre l'honneur de la France, c'est contre l'honneur... Et le roi de France aurait continué, aurait pris la responsabilité même, euh, et surtout aussi, des fautes qu'a fait la République pour essayer de réparer. Parce que même si c'est la République qui a pris ses fautes, qui a fait ses fautes, qui a fait ses crimes, c'est de sa responsabilité, elle a engagé la responsabilité de la France. Donc le roi, dans sa restauration, et c'est vrai d'ailleurs pour aujourd'hui, essaierait de réparer ses fautes, de faire au mieux, et surtout de accomplir ses responsabilités face au peuple qui sont dans ses mains, et pas de les jeter comme ça pour des raisons machiavéliques, politiciennes, ou simplement de compromis ou de lâcheté, etc. Et enfin, s'il y a une restauration aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait par rapport aux anciennes colonies? Ben, il se passerait... tout ce que je dis, c'est évidemment pas ce qui se... On peut pas savoir, on refait pas l'histoire, mais c'était pour vous donner un peu juste l'esprit. Vous voyez l'esprit que ce que ferait un roi. Ben, aujourd'hui, il reconnaîtrait cette histoire commune qu'il y avait eu entre la France et les colonies, reconnaîtrait le fait que c'est pas, on n'est pas séparés. On est peut-être, il y a peut-être la décolonisation, mais il suffit de voir ce qui se passe en Algérie, il suffit de voir ce qui se passe en Afrique subsaharienne, tout le monde parle français encore. Il y a ces histoires d'évangélisation. Donc tout ce qui est côté évangélisation reprendrait en France, et puis surtout reconnaissance de la réalité. C'est-à-dire, non, on ne peut pas dire que la France n'a aucune responsabilité par rapport à ses anciennes colonies. C'est pas vrai. Alors il faut être réaliste, réaliste dans la puissance actuelle, mais si, et en fait le roi qui serait restauré, en retrouvant un esprit royal et en faisant justice à ces peuples, à ces anciens peuples, ferait justice aussi à ces histoires de problèmes d'immigration. Parce qu'au fond, ces problèmes d'immigration, ça vient d'où? Ben, ça vient bien de cette politique républicaine jacobine et de décolonisation tout aussi républicaine et jacobine qui a jeté ces peuples euh, sur les routes, enfin, dans la galère. Et c'est bien cette galère plus des politiques absurdes chez nous qui font que nos anciens colonisés viennent chez nous, hein, finalement. Et ce qui prouve bien que d'ailleurs, c'était pas forcément si mal, malgré d'ailleurs, même toujours malgré la République jacobine, qu'il y a des choses bien qui sont passées là-bas, hein, parce que si c'était si bien sans nous, pourquoi ils viennent chez nous, quoi. Et mais qu'en même temps, il y a un vrai lien, une vraie responsabilité, et que c'est bien par cette ce qu'on a appelé la France-Afrique. Donc aujourd'hui, c'est en train de s'écrouler complètement, mais il y a encore plein de liens, plein de choses, et que si un roi de France reprenait à chaque endroit, reprenait, recousait les fils, faisait justice, aidait l'évangélisation, aidait les peuples de façon honnête, etc., il y a plein de choses qui se régleraient. Il y a plein de pays qui coopéreraient à nouveau avec la France et qui aideraient à trouver la solution aussi pour ces histoires d'immigration. Parce que si on veut régler ces histoires d'immigration, il faut bien coopérer avec les pays d'origine. Et parce que ces pays d'origine n'ont pas envie que la moitié de leur population parte de chez eux non plus. Alors quand c'est les pires qui partent, ils sont peut-être contents, ça leur fait un problème en moins. Mais en même temps, non non plus. Hein, ils n'ont pas envie que leurs têtes partent, parce que c'est aussi ce qui se passe. Donc clairement, mais tout ça, ça passe par la justice et par un pouvoir incarné, le roi, qui peut être sur la longue période et qui en plus serait très chrétien, donc en face qu'il soit musulman ou chrétien, parce qu'en Afrique par exemple c'est ce qui se passe le plus souvent, en tout cas il respecte quelqu'un qui est très religieux. Alors si c'est entre chrétiens ça serait bien plus facile et ça pourrait les aider localement pour régler plein de problèmes qu'ils ont, et quand c'est des musulmans, ben, ils respectent quand même le roi très chrétien, parce qu'ils savent ce que c'est, hein. On n'a pas oublié les francs. Voilà, donc c'est juste quelques éléments. C'est évidemment, ça n'engage que c'est juste une uchronie, mais c'est pour montrer un peu voilà, cette philosophie. Donc le roi, incarné, politique longue, toujours dans l'ordre, hein, salut de ses peuples, hein, de ses peuples, vie vertueuse, assurance économique, et dans la justice, ben, ferait ça par rapport à toutes les composantes de son royaume. Et aujourd'hui, s'il y avait une restauration, prendrait en compte la responsabilité que la France a envers ces peuples-là, dans la réalité actuelle, sans nier d'une façon extrême d'un côté ou de l'autre bah, la réalité de l'histoire qui s'est passée depuis 2 siècles
après la Révolution, dans la République, etc. Le roi ne ferait pas table rase du passé de la République. Il prendrait les choses comme elles sont, réparerait le plus possible pour ce qui est de la justice, sans repentance, parce que c'est toujours pareil, hein. Il faut juste reconnaître la réalité. La question, c'est comment construire l'avenir pour le bien commun des sujets de France et de ces peuples qui ont encore un lien, qu'on le veuille ou non, avec la France et qui ont aussi beaucoup encore de liens concrets et qui ont des liens aujourd'hui du fait des mouvements migratoires. Et donc voilà, de faire au mieux avec ça, en justice, en charité, avec fermeté et intransigeance, dans la réalité et de façon ordonnée. Donc vive le roi et vivement la Restauration.